Bonjour à toutes et à tous. Je pense que c'est moi qui dois débuter cette matinée, donc vous avez de la chance. Donc, je, je- je vais vous présenter au nom du comité d'orientation de la recherche et de l'innovation pour l'industrie du futur, la feuille de route qui a été préparée pour la filière solutions pour l'industrie du futur, à la demande d'ailleurs de la DGE. Donc la façon dont on a travaillé, c'est donc on a commencé par prioriser donc effectivement un certain nombre de technologies au sein de la filière à partir du travail de fond que je vais vous présenter maintenant sur la filière. Et après, on l'a effectivement à partir de filières industrielles clés, on l'a mis en face de ces filières pour vérifier que c'est bien l'objet des technologies qui intéressent ces filières. Et donc, à la suite de quoi, on a intégré dans un écosystème en faisant... Alors, vous trouverez sur le stand de l'Alliance Industrie du Futur l'ensemble du document dans lequel vous allez avoir un résumé qui est à peu près ce que je vous présente aujourd'hui, et puis une partie plus complète après, qui, technologie par technologie, enjeu par enjeu, vous détaille donc effectivement ce qui est écrit ici, c'est-à-dire l'état de l'art scientifique et technique, l'état de l'art industriel, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un bon background scientifique, il faut aussi que ce background il puisse être transféré à l'industrie, et puis l'écosystème qui est susceptible d'utiliser ces technologies dites enabling technology ou technologies capacitantes. Alors, pour ce faire, la filière a travaillé, on va dire, d'une façon un peu pyramidale, dans le sens où alors, la filière industrie du futur, elle a évidemment pour fournir les outils et les solutions pour l'ensemble des filières industrielles, puisque effectivement, celle qui va fournir les solutions qui vont permettre les process de fabrication de l'ensemble des filières industrielles. Mais la filière elle-même, elle a sa propre ambition. Et donc, cette ambition, on a commencé par la définir. Et c'est à partir de cette ambition-là, on va le voir qu'effectivement, on a décliné des technologies. Donc, cette ambition, elle repose sur deux points particuliers. Donc, le premier, alors on est évidemment un petit peu dans l'air du temps, on va dire, c'est la souveraineté. Alors, on l'a mis avant la compétitivité, on va mettre la compétitivité comme étant une des conséquences de la souveraineté, parce qu'évidemment, on est bien conscient qu'on ne peut fournir des solutions souveraines qu'à partir du moment où elles sont compétitives, sinon personne ne va les choisir. Et donc pour ça, les trois points particuliers sont donc évidemment compétitivité égale productivité, mais aussi résilience. On l'a vu avec les différentes crises qui se succèdent depuis 2020. Et puis agilité, parce que sociétalement, maintenant, on voit qu'évidemment, alors il reste encore beaucoup de Fordisme, mais les productions agiles sont au cœur maintenant de la production des filières industrielles. Et puis le deuxième point, bien sûr, c'est le point le plus sociétal. Alors on l'appelait décarbonation, on aurait pu l'appeler éco-responsabilité, mais c'est pas très ambition. Décarbonation avec évidemment plusieurs points. Donc évidemment la décarbonation des process industriels. Donc on demande à chacune des filières d'être décarboné. Et donc, il appartient à la filière Solutions du Futur de fournir des outils qui permettent de mettre en place cette décarbonation des process. Et puis, maintenant, on n'est plus dans une fabrication dite linéaire, mais vraiment circulaire. Et donc, tout ce qui va être circularité, c'est-à-dire cycle de vie, depuis le début du produit jusqu'à la fin, sa réutilisation ou autre, font effectivement partie des ambitions que met en avant la filière. Alors, et sobriété ou efficacité plus exactement, donc que ce soit efficacité énergétique
ou efficacité de sobriété de matière. Parce qu'effectivement, là aussi, on ne se contente pas du CO2, mais vraiment, on est dans l'éco-responsabilité dans lequel, effectivement, il faut aussi qu'on joue avec la raréfaction des matières premières. Et donc, on travaille sur le sujet. Et donc, quand on a eu défini ces ambitions, on les a mis en face d'une dizaine de secteurs clés que nous avons définis, qui sont les secteurs qui utilisent le plus de solutions de l'industrie du futur. Bon, et donc, alors, un des points donc, qui nous avait été demandé, c'est qu'on va dire qu'en France, on a un tissu de PME qui est assez important. On a des grands groupes qui sont des groupes leaders européens, voire mondiaux, mais il nous manque beaucoup l'étape intermédiaire, qui fait d'ailleurs le lien entre les PME et les grands groupes, qu'on va appeler qu'on appelle les ETI, qu'on peut appeler les intégrateurs, puisqu'ils vont intégrer des solutions qui viennent de toutes ces PME. Et donc, une de nos ambitions, évidemment, c'est de permettre de transformer un certain nombre de ces PME en des ETI qui vont faire le lien avec les grands groupes industriels, et donc d'accompagner l'ensemble, évidemment, dans ce qui est le cœur du sujet, c'est quand même la transformation digitale, numérique ou digitale. Alors, alors j'allais dire quelque part, on se place dans une problématique qui est une problématique d'industrie 5.0. Alors, on essaye d'être leader plus qu'on a été suiveur avec l'industrie 4.0. L'industrie 5.0 n'est pas quelque chose qui remplace l'industrie 4.0. L'industrie 5.0 vient plutôt compléter l'industrie 4.0 en rajoutant les besoins sociétaux tels qu'ils existent maintenant. C'est ce qu'on a mis. Et donc, essentiellement, en l'occurrence, on va le retrouver ici, c'est-à-dire, je vais en reparler quand je vais parler des briques technologiques, mais c'est l'humain est au centre de l'usine, contrairement peut-être à l'usine 4.0 dans laquelle on avait tendance à automatiser. Là, l'objectif, c'est de garder l'opérateur dans l'usine, mais de lui fournir les outils qui lui permettent d'avoir un travail qui va être moins pénible, plus valorisant, etc. Et donc, c'est d'être, j'en ai parlé, c'est l'ambition de la filière, d'être résilient et évidemment d'être éco-responsable. Et donc, on retrouve dans les valeurs telles que commence à le définir l'industrie 5.0, les valeurs que j'ai mis en avant, que ce soit les valeurs écologiques, sociétales et évidemment économiques. Alors, je sais, bon, il fait ce qu'il veut. Bon, donc effectivement, alors à la suite de ce travail sur les ambitions et les valeurs de la filière, on a travaillé sur l'émergence justement de principales technologies, donc on a appelé capacitantes. Si vous regardez le transparent d'avant, ça s'appelle Enabling Technologies en anglais, technologie capacitante en français. Et donc, on a fait émerger 5 énergies capacitantes, technologies capacitantes. Donc, je vais vous détailler rapidement ici. Donc, la première qu'on appelait, on l'appelait automatisation. On aurait pu l'appeler autonomisation. On a hésité d'ailleurs entre les deux. Donc, évidemment, c'est, on va dire, ce qu'autrefois on aurait pu appeler robotisation, mais maintenant, on est dans un concept plus large. Et donc, en particulier, alors, on a mis cobotisation, c'est-à-dire robotique collaborative, dans le sens où la robotique est là, non pas pour remplacer l'opérateur, mais pour aider l'opérateur dans l'ensemble de ses tâches. Donc, il vient collaborer avec l'opérateur, il vient remplacer l'opérateur dans des tâches qui sont soit très astreignantes et contraignantes, soit pas du tout valorisantes, pour lui permettre de garder l'ensemble des tâches valorisantes qu'il peut avoir. Et donc, il faut qu'on ait un outil, on ait des outils robotiques qui permettent de collaborer et non pas une cage avec des robots. Donc, ce qui implique un certain nombre de contraintes techniques ou technologiques, en particulier sur les interactions entre la machine et l'homme, puisqu'évidemment, il faut que les contraintes de sécurité, de safety soient complètement
conservés. Donc, ça fait partie effectivement des grands points. Donc, contrôle-commande, interaction, coopération de l'homme et de la machine. Et donc, le deuxième point, c'est machine intelligente. Alors, on va retrouver certains points dans les technologies que je vais lister après. C'est qu'évidemment, il faut que l'ensemble des machines du process technologique, aujourd'hui, soient connectées, soient intelligentes. Donc, on passe, et c'est souvent le cas aujourd'hui encore dans les entreprises, quand on parle de digitalisation des entreprises, souvent les entreprises pensent encore IT, c'est-à-dire Information Technology, mais là, on est vraiment dans l'OT, donc Operational Technology, dans lequel l'OT et l'IT sont mergés dans un seul monde. Et effectivement, c'est l'OT qui est complètement numérisé aujourd'hui. On va le voir tout à l'heure avec des technologies qui sont là pour ça. Et donc, on va retrouver ça dans la numérisation des contrôles et des commandes. Le deuxième point, c'est évidemment la production. Alors, il y a beaucoup de modes de production différents. Évidemment, on sait il y a beaucoup d'outils de production, de contrôle, etc. Là où on a vu qu'il y avait, on reste en recherche et innovation, donc le plus de recherche et d'innovation, c'est sur la fabrication additive. Et donc on s'est focalisé sur cette partie-là des technologies capacitantes de production sur la fabrication additive. Donc, et pour ça, on a remonté un certain nombre d'enjeux sur la fabrication additive qui sont assez intéressants ou assez importants aujourd'hui. Donc déjà, on a un lien entre fabrication additive et puis le CSF sur la chimie, puisque effectivement le matériel de départ n'est pas uniquement du matériel brut, mais c'est du matériel qui a été pré-traité chimiquement pour en faire des poudres, pour en faire un certain nombre, ou des fils, ou aujourd'hui un certain nombre de points, mais qui n'est pas du matériau pur, par exemple. Et donc, pour ça, on a un certain nombre de défis à relever, parce que du coup, la fabrication additive, petit 1, doit relever un défi environnemental, parce que on dit que la fabrication additive utilise moins de matière, et donc c'est souvent vrai, mais comme je l'ai dit, utilise de la matière qui n'est pas brute, mais qui est pré-traitée. Donc il faut évidemment qu'on fasse le bilan environnemental et qu'on soit en mesure de montrer que la fabrication additive reste éco-responsable en tous les cas de figure. Il y a un point évidemment d'usage, parce que aujourd'hui la fabrication additive est réservée beaucoup, et donc c'est son premier usage au remplacement de pièces usagées, dans lequel effectivement remonter toute une fonderie pour faire 3 pièces, ça n'a aucun sens. Mais il faut voir jusqu'où on peut étendre l'usage, sachant que évidemment on n'a pas il n'y a pas les vitesses de fabrication qu'on peut avoir dans d'autres modes de fabrication, en particulier par exemple pour l'automobile. Par contre, il y a d'autres potentialités, comme des gains de matière par exemple. On peut gagner jusqu'à 50% de matière en utilisant de la fabrication additive sans perdre les propriétés mécaniques de la pièce de départ. Donc il y a tout ce trade-off à faire entre les différents points, qui peut être des temps de cycle qui sont plus longs, mais des usages qui permettent par exemple de gagner de façon environnementale, mais aussi en termes de matière, donc aussi en termes de productivité. Et puis reste la cybersécurité, et donc aussi toute la chaîne numérique qui va aller avec la fabrication additive. Alors, la troisième technologie, voilà. Alors, on l'a appelée système distribué. Donc, elle rejoint un peu les deux autres, puisqu'effectivement, elle part de l'Internet des objets industriels. Et donc, on va le retrouver dans les machines intelligentes, dans les machines de fabrication additive, qui sont censées être intelligentes aussi. Et on a toute la chaîne de valeur de l'usage, c'est-à-dire l'Internet des objets, qui va sur le edge computing, qu'on appelle, donc, qui est en fait un cloud centralisé à l'intérieur de l'usine, donc qui est le premier cloud qui va interagir et donc qui va
centraliser les process OT, c'est-à-dire Operational Technology, et qui va permettre de générer toute la partie intelligente de gestion de l'usine au niveau de l'OT. Et puis le cloud qui va jusqu'au cloud décentralisé. Donc on va retrouver très loin, par exemple, avec les initiatives européennes comme Gaia-X, qui a pour objectif justement de fédérer l'ensemble des edge ou des clouds de données des différents secteurs, et puis de permettre un échange de données entre ces clouds avec l'objectif pour l'industriel de pouvoir gagner en intelligence, entre guillemets, de connaissances, et donc d'une meilleure optimisation de ces process de fabrication. Et puis tout ça, évidemment, ne va pas sans qu'on puisse assurer l'utilisateur de la sécurité de ces données. Donc la cybersécurité est un point important. Et puis, alors, ce qui apparaît comme un point un peu fondamental, même si c'est encore très peu utilisé aujourd'hui, c'est la blockchain. La blockchain qui va être utilisée par l'ensemble, donc qui est une solution industrie du futur parce qu'elle est utilisée par un certain nombre de filières dans un critère de traçabilité. Donc on va le retrouver par exemple dans la filière agroalimentaire, c'est la première qui l'utilise le plus. Mais la blockchain est aussi utilisée dans le contexte des systèmes distribués globaux. Alors pas en tant que blockchain tel qu'on connaît, mais plutôt en tant que registre distribué, parce qu'elle va permettre d'être un tiers de confiance qui peut assurer que les données, quand elles sont utilisées, quand elles sont transportées d'un point A à un point B, n'ont pas été altérées, n'ont pas été volées, n'ont pas été touchées par un tiers malveillant ou autre. Et donc c'est quelque chose qui reste extrêmement important, puisqu'effectivement la fiabilité, la traçabilité des données, il faut pouvoir la gérer à tous les niveaux. Voilà, le point suivant, la technologie suivante, c'est donc la chaîne numérique. Alors avec deux points principaux. Alors j'ai mis jumeaux numériques et ingénierie système. J'aurais dû mettre ingénierie système et jumeaux numériques. En fait, ingénierie système, globalement, c'est le fait de pouvoir modéliser l'ensemble des systèmes que constitue alors un petit système qui peut être une machine, mais un ensemble qui peut être une usine complète, en modélisant l'ensemble des process et en modélisant aussi l'ensemble des flux de données à l'intérieur. Donc on retrouve dans l'ingénierie système, en fait, c'est une version, on va dire, numérique de l'OT, enfin, ou de l'ITOT, on peut dire, c'est-à-dire de l'Operation Technology numérisée. Et puis le jumeau numérique, alors le jumeau numérique, on le retrouve dans un certain nombre d'enjeux, puisqu'effectivement l'objectif, alors ce n'est pas le métaverse industriel, c'est le jumeau numérique, c'est-à-dire que évidemment c'est la partie ou la copie numérique d'un objet, d'une usine, on peut être, mais qui reste en lien avec le réel, c'est-à-dire qui est connecté via l'Internet des objets à l'objet réel et qui va du coup, en tant que jumeau, interagir, agir en connexion avec les données réelles qui vont lui être remontées. Donc on n'est pas dans un métaverse dans lequel on se promène dans un univers qui peut être une très belle usine, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc ce jumeau numérique, on va peut-être le revoir, mais un des objectifs, évidemment, c'est de pouvoir optimiser l'ensemble des process et aussi de pouvoir diminuer, par exemple, lors de la conception de pièces, etc., le nombre de preuves de concept physique qui va être possible, mais d'aller directement depuis la conception, passer par un jumeau numérique, avoir juste un prototype et après passer directement en production. Et donc c'est un gain de temps, un gain de matière en quelque sorte, qui est attendu de ce type d'outil. Et puis évidemment, on ne peut pas maintenant parler de technologie, quelles que soient les technologies, sans parler d'intelligence artificielle. Donc au moment où on a écrit, effectivement, on était plutôt dans le machine learning simple, c'est-à-dire deep learning,
l'apprentissage par renforcement. Maintenant, je vais rajouter à l'intelligence artificielle générative. Bon, on ne sait pas encore exactement tout ce qu'on peut gagner, mais on voit qu'effectivement, c'est aussi quelque part quelque chose qui va révolutionner. Alors, il révolutionne déjà un certain nombre de domaines. Si je prends par exemple le domaine de la génération du code, donc pour les industriels, ça peut être intéressant parce qu'effectivement, il y a le concept de low code, no code. Et grâce aux IA génératives, on va être en mesure de générer une première version du code et donc d'avoir des process qui effectivement pourront être low code, no code, puisque n'importe qui pourra spécifier du code uniquement en spécifiant les fonctionnalités qu'il veut, et l'IA générative va pouvoir lui générer un code. Mais pour ça, il faut que, évidemment, on est dans un process industriel et non pas dans un process d'usage, et donc il faut qu'on puisse assurer la traçabilité de l'intelligence artificielle, il faut qu'on puisse la sécurité, et puis l'économie d'énergie en particulier, hein, parce que aujourd'hui, ChatGPT, pour ne pas le nommer, consomme largement une bonne centrale nucléaire chaque fois qu'il a à apprendre quelque chose. Donc, quelque part, il faut effectivement qu'on puisse être beaucoup plus économe en énergie. On retrouve évidemment les enjeux de décarbonation dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, une fois qu'on a eu défini ces 5 technologies capacitantes, qui sont les 5 technologies sur lesquelles on veut se focaliser, eh bien, nous sommes allés voir un certain nombre de filières industrielles, de CSF, donc 11 filières aujourd'hui, qui sont les filières qu'on a déterminées comme étant les filières principales clients des solutions industrie du futur. Donc on retrouve l'alimentaire, le bois, la chimie, les mines, les industries sur les nouveaux systèmes énergétiques, l'automobile, l'aéronautique et l'aérospace, l'industrie de la mer, le ferroviaire, le nucléaire et les technologies de la santé. Et donc, sur ces 11 filières, on a présenté les 5 technologies capacitantes qu'on voit ici, et puis on leur a demandé quel était leur intérêt dans ces technologies. Alors évidemment, par exemple, si on prend le bois, je ne vais pas toutes les faire, hein, parce qu'on va y passer la journée. La fabrication additive, ce n'est pas une technologie qui les intéresse au premier abord, donc il n'y a qu'une étoile, mais il y a des technologies sur l'automatisation, en particulier sur la robotique, la cobotique, c'est-à-dire la capacité de fournir des outils, des bouts de robots, des cobots, etc., qui vont permettre de diminuer les TMF, et donc de faciliter le travail dans cette industrie. C'est quelque chose qui est très important. Donc, pour ces 11 filières, donc, que vous voyez là, on a déterminé quel était leur intérêt dans les différents domaines technologiques. Et c'est quelque chose qui va continuer, hein, puisque cet après-midi, on va avoir une session avec les filières en question ou d'autres, pour continuer à creuser, à savoir effectivement où sont vraiment leurs besoins, leurs désirs. Et on va continuer à enrichir la feuille de route telle qu'on l'a aujourd'hui, avec le résultat qu'on va avoir des interactions avec ces filières. Donc je dois terminer, je dois même être en retard. Donc on a fini par 11 recommandations donc, que vous trouverez dans le document de la feuille de route à l'industrie du futur. Et donc, les voilà. Donc, on a 3 recommandations qui sont générales. Et donc, une des premières, évidemment, c'est prendre en compte l'impact humain dans l'introduction de l'industrie du futur, parce qu'effectivement, il faut qu'on prenne en compte cet impact-là, que ce soit au niveau des RPS, mais aussi au niveau de la formation, etc., puisqu'effectivement, on introduit beaucoup de numérisation, beaucoup de choses nouvelles, et il faut que les opérateurs soient en mesure de suivre. On a 3 recommandations qui sont liées aux enjeux et aux ambitions de la filière, hein, telles qu'on les a définies, hein, qui sont l'économie circulaire, la décarbonation des process et l'efficacité, alors énergétique, mais on va dire l'efficacité que ce soit énergétique ou en matière.
Et puis, sur les technologies prioritaires, on a défini 5 recommandations, donc, qui sont, alors, ce n'est pas un ordre de priorité, hein, mais qui sont, je vais prendre en ordre inverse, comme ça ce sera plus simple. La fabrication additive, dont j'ai beaucoup parlé, évidemment la robotique, ou la cobotique plus exactement, machine intelligente, l'ingénierie dirigée par les modèles, hein, pour son lien effectivement avec l'OT industriel et l'OT maintenant informationnel, et puis le jumeau numérique dont j'ai beaucoup parlé, et puis la blockchain. Alors, par exemple, la blockchain, aujourd'hui, elle n'est pas très instruite, pas très introduite encore dans l'industrie. Par contre, on pense qu'il y a un énorme potentiel et qu'aujourd'hui, la France n'est pas en retard sur ce domaine-là. Donc, notre objectif, c'est effectivement de pouvoir pousser pour avoir, dans ce domaine-là, par exemple, un champion français de la blockchain industrielle qui permette de fournir des solutions industrielles à l'ensemble de la communauté. On va dire, en robotique, aujourd'hui, on aura plus de mal à définir qu'on a un champion français. Il y a des champions dans tout le monde, mais on est plus effectivement de trouver des niches dans lesquelles on peut s'introduire et fournir des solutions de cobotique qui intéressent l'industrie française. Là, on est dans un domaine qui est émergent, dans lequel effectivement l'ambition, c'est vraiment de pousser un champion français. Bon, donc pour conclure, voilà l'ensemble des gens qui ont travaillé sur la filière. Donc Aymeric Renaud, qui est le président du Corridor EDF, et puis un certain nombre de gens, donc que ce soit d'organismes de recherche, que ce soit d'organisations professionnelles, qui ont toutes participé à l'élaboration de cette feuille de route. Je vous remercie.